Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass, dans cette partie de masterclass, l'école buissonnière des explorateurs. Nous allons, dans cette vidéo, explorer le syndrome de la bonne élève. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie Oyen, je suis coach Ikigai Design. En 2017, j'ai choisi de quitter mon métier d'enseignante, donc j'étais fonctionnaire, pour me lancer dans une nouvelle aventure, à savoir créer mon école de coaching. Depuis lors, j'ai accompagné plusieurs centaines de professionnels de l'accompagnement, des enseignants, des directions, des managers, des professionnels dans le secteur de la santé, de la relation d'aide et aussi des entrepreneurs, des coachs, des futurs coachs. Je les soutiens dans notamment la clarification, la connexion à leur magie unique. Je les aide à créer leur métier et leur écosystème sur mesure, aligné à leur ikigai, à leurs valeurs, à ce qui les met en joie pour pouvoir contribuer à ce qu'ils souhaitent dans le monde. Nous allons explorer ce fameux syndrome de la bonne élève et il faut savoir que je n'ai pas évidemment choisi ce thème par hasard. C'est quelque chose qui est très fréquent chez les personnes que j'accompagne. Moi-même, j'ai dû dépasser de nombreuses peurs par rapport à ce syndrome et aux freins qui peuvent être là quand on a certaines peurs, certains mécanismes, certains comportements qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Ce syndrome, il apparaît principalement à un moment où on est sur le point de franchir un palier. Ça peut être, par exemple, une personne qui est en reconversion professionnelle et qui est sur le point de lancer son activité. Donc ça peut survenir à ce moment-là et donc ça peut entraîner des freins, des blocages, des difficultés à passer à l'action avec légèreté, avec joie, avec sérénité. Alors ça peut être aussi dans tout ce qui va concerner la communication, la publication. Donc par exemple, quand on commence à communiquer sur son offre, sur ses activités, quand on veut peut-être publier du contenu différemment que ce qu'on a l'habitude de faire. Ça peut être aussi, par exemple, publier un livre, lancer un podcast, lancer une formation un peu différente ou lancer sa première formation. Hein, c'est valable pour ceux qui lancent aussi une nouvelle activité, un nouveau projet. Mais là, ce syndrome peut pointer le bout du nez. Donc, en fait, il survient à chaque fois qu'on va se lancer dans quelque chose de nouveau et qu'on s'apprête à communiquer davantage ou à communiquer peut-être pour la première fois sur notre vision, sur ce qui nous tient à cœur, sur notre message authentique. On lit souvent le syndrome de la bonne élève à la notion de peur d'être visible, de peur d'être vue, peur du jugement des autres. Il faut ici bien entendre la notion de visibilité, pas juste au sens être sur scène, être vu en vidéo, publier un livre et peut-être du coup être invité sur des chaînes de télévision, ben, comme c'était mon cas quand j'ai publié mon premier livre en 2020 qui s'intitulait Vers plus de bonheur à l'école. Ce n'est pas juste au niveau de cette visibilité-là. En fait, c'est plus subtil que ça. C'est plus le fait d'être vu de façon plus authentique dans vraiment ce qui fait partie de notre essence. Et quand on a une vision, quand on a un projet qui nous tient à cœur et qu'on a vraiment envie de le partager, eh bien, il est question de visibilité, mais à un niveau plus subtil. Ici, je vous propose de d'abord voir ce que c'est au juste ce syndrome et puis de partir sur une exploration, vraiment sur une analyse fine et une observation vraiment en profondeur avec des exemples très concrets, très factuels pour voir si c'est quelque chose qui est présent chez vous et peut-être un petit peu faire un bilan, voir à quel niveau c'est présent et avoir un éclairage qui déjà pourra permettre de diminuer
les peurs, les freins pour faciliter le passage à l'action. Alors ici, je vais vous partager mon écran. J'ai prévu quelques visuels et quelques vidéos. Donc, juste un instant que je fasse la manipulation et puis je vous retrouve de suite après. Ok, c'est parti. Plongeons dans ce que c'est le syndrome de la bonne élève. On a vu déjà à quel moment précis il a tendance à se déclencher. Voyons maintenant ce qu'on entend par là. Alors ne vous attardez pas trop sur cette notion, c'est pas tellement la notion de syndrome de bon élève qui est importante, c'est plus les mécanismes, les comportements que vous allez peut-être observer chez vous. Donc on considère que c'est un profil, on pourrait dire psychologique, comportemental, qui est issu, comme son nom l'indique, du système scolaire. Alors les personnes que j'accompagne, voyez, ce qui est là pour vous, ont en général passé beaucoup d'années sur les bancs d'école. Donc moi, je vous l'ai dit, ce sont des enseignants, managers, professionnels de la santé. Souvent, ils ont passé au moins 20 années sur les bancs de l'école. Regardez ce qui est là pour vous. Vous vous doutez bien que 20 ans, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur nos croyances. Ça va avoir un impact sur nos comportements. Ça va donc avoir par par lien un impact aussi sur nos émotions, sur nos peurs, sur nos passages à l'action. Alors il ne s'agit pas ici de critiquer l'école, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Il y a évidemment des tas de choses hyper constructives, des compétences, des qualités qu'on acquiert sur les bancs de l'école. Ici, l'idée, c'est plus d'aller voir ce qu'on a eu, ce qu'on a acquis comme conditionnement, comme croyances, qui sont plus liées à ces années passées sur les bancs de l'école et qui ne nous servent plus aujourd'hui à l'âge adulte dans notre vie professionnelle. Alors donc les mécanismes qu'on appelle liés au syndrome de la bonne élève, ce sont donc des choses qu'on a acquis à l'école et qu'on transpose dans la sphère professionnelle parce qu'en fait, la sphère professionnelle est quand même la continuité en général de la sphère scolaire. Alors, on va observer ces mécanismes qu'on va voir en détail un petit peu plus fréquemment chez les femmes, notamment les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Se lancer comme entrepreneur ou créer quelque chose de très nouveau, ça demande quand même de dépasser pas mal de peurs et donc les conditionnements peuvent à ce moment-là être fort présents. Ici, je vais vous inviter pour chaque signe que je vais vous partager, chaque mécanisme que je vais vous partager, à identifier si ce mécanisme est présent pour vous et puis de voir même à quel niveau il est là pour vous. Alors pour transformer cette vidéo en test, je vous propose un baromètre pour que vous puissiez faire un bilan. Donc pour chaque mécanisme, je vous invite à faire une pause après que j'aie expliqué un petit peu les caractéristiques des mécanismes et voyez si ce mécanisme est de très rarement, rarement, moyennement présent, souvent présent, très souvent présent, toujours présent chez vous. Sur une échelle de 0 à 10, je vous invite à chaque fois à faire une petite pause et à faire cette évaluation. Donc on va voir 7 signes. Donc vous obtiendrez un score qui ira de 0 à 70 et ça vous donnera un petit peu une idée de la présence du syndrome de la bonne élève ou du bon élève chez vous. Ok, c'est parti, on va voir le premier mécanisme, le premier signe que voilà, il y a peut-être de la bonne élève, du bon élève qui est là pour vous. Alors c'est un perfectionnisme particulièrement présent et tellement présent qu'il peut en devenir gênant, toxique. Donc une recherche de la perfection au niveau professionnel qui va se transformer en frein. Alors observons la croyance qui est souvent une croyance racine à l'origine de ce perfectionnisme à outrance, ça va être une phrase que vous avez intériorisée, que vous avez entendue dans votre scolarité ou dans votre enfance, qui est une phrase du style « sois parfaite, sois parfait ». Ça peut être d'autres phrases, voyez ce qui est là pour vous, mais l'idée est vraiment de mettre de la conscience sur des connexions neuronales qui sont là et qui vont être la racine parfois
de peurs, d'émotions qui peuvent nous empêcher de passer à l'action. Alors évidemment, le perfectionnisme, c'est une qualité, ça a des avantages au niveau professionnel, comme la qualité, la rigueur dans le travail, le sens de la précision, le sens du détail, un professionnalisme qui va inspirer la confiance. Il ne s'agit pas de balayer le perfectionnisme, il s'agit juste de remettre un équilibre parce qu'il peut avoir des inconvénients, il peut y avoir l'autre côté de la médaille du perfectionnisme qui va être la procrastination, la difficulté à se lancer ou à oser parce que ça ne va jamais être assez parfait à nos yeux et du coup, on va aller vraiment fignoler dans les détails et on peut, mettre du temps à passer à l'action, voire on peut procrastiner. Alors, les peurs qu'on peut observer liées à ce mécanisme, ça va être la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être la meilleure, le meilleur dans son domaine, la peur de décevoir, évidemment la peur que ce ne soit pas parfait. Alors, je vais vous partager des exemples concrets chez les professionnels de l'accompagnement. Ça peut être la recherche du 20 sur 20 qui va mener à des relectures infinies. Ça peut être une tendance à relire un mail, une newsletter encore et encore. Ça peut être peaufiner son site internet à l'infini et puis du coup ne jamais appuyer sur le bouton Enter pour le rendre public, pour le rendre visible. Il va y avoir des reports de passage à l'action pourtant essentiels dans le déploiement de notre activité, comme publier un article, créer une formation, lancer une offre, lancer un projet. Et ça, c'est parce que quand on est entrepreneur, notamment, on est son propre patron, donc il n'y a plus toujours les délais qui étaient là auparavant, et ça peut évidemment favoriser, amplifier le côté procrastination. Voyez si c'est présent pour vous, voyez à quel niveau les mécanismes que je viens de décrire sont présents pour vous. Une petite phrase qui peut être aidante, c'est n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est par essai-erreur qu'on apprend et qu'on gagne en confiance. Un deuxième mécanisme que j'ai observé, c'est un besoin de validation ou d'approbation extérieure très fréquent. C'est-à-dire qu'on va attendre une note, un feedback positif, un retour pour se sentir légitime, compétent, compétente. Dans notre enfance, on s'est progressivement coupé à certains moments de nos ressentis intérieurs pour se conformer aux injonctions ou aux attentes extérieures. Alors, couplé avec le perfectionnisme, ce schéma peut conduire à vouloir exceller pour plaire en se conformant rigoureusement aux attentes ou à la validation des autres. Alors, on peut observer une croyance ou des croyances qui sont un peu plus présentes et en lien avec ce besoin de validation. Ça peut être les autres savent mieux que moi. Ça peut être soit aimable, soit gentil. Voyez ce qui est là pour vous. Alors, il y a des avantages, évidemment, comme je l'ai dit, en tout cas pour plusieurs mécanismes, il y a des avantages, pas pour tous, mais pour celui-ci, il y en a. C'est notamment cette capacité à se remettre en question. Donc, quand on va demander du feedback à l'extérieur, il y a cette capacité à se remettre en question. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut aussi répondre à un besoin d'être rassuré et il y a une possibilité de réajuster nos actions, notre contenu en fonction du feedback. Par contre, il y a des inconvénients, c'est que le doute va être très fréquent, très présent. On peut être déconnecté de son ikigai, de cette joie de vivre, cette raison d'être, de ce qui nous met en mouvement. Donc, on fait plus confiance à l'avis des autres qu'à notre propre ressenti ou élan intérieur. Et sur le long terme, cela peut entraîner une perte de sens, de motivation, de confiance. Alors, j'ai repéré quelque chose depuis quelque temps, c'est que il y a un risque avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, si on utilise cet outil comme validation extérieure. Et il y en a beaucoup qui le font. Donc, si on ne l'utilise pas à des fins créatives, l'IA pourrait renforcer ce syndrome de la bonne élève et notamment ce mécanisme de recherche de validation extérieure. Alors les peurs qui peuvent être présentes, ça peut être la peur du rejet, la peur d'être non conforme au groupe, d'où
cette recherche de validation. Des exemples concrets pour vous, voyez si ces exemples vous parlent. Donc, on peut chercher la bonne note chez les clients, ce qui va freiner la prise de risque. On peut porter une attention importante aux likes, aux followers, aux étoiles, aux témoignages. Et en fait, sachez que le nombre de personnes qui vous suivent n'a pas un rapport avec votre valeur et n'a pas non plus un rapport direct avec votre chiffre d'affaires. Moi, les personnes qui sont dans ma communauté, mes clients également, sont en général des personnes qui ont une communauté relativement petite au niveau des réseaux sociaux. Alors certains ont quand même des communautés qui montent jusqu'à 10, 15 000 personnes, mais en général, ils ont des communautés qui vont de quelques dizaines de personnes à quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Moi-même, j'ai une communauté à ce jour qui est relativement restreinte, tout réseau confondu. Je pense que j'arrive à 3000 personnes environ. Mais là, je voulais vous partager un exemple concret pour vous rassurer par rapport à cette recherche de validation si elle est présente chez vous. Mon plus gros client depuis 2018 n'est pas sur mes réseaux sociaux. Il ne me suit sur aucun réseau. On est en communication par mail et puis on se voit régulièrement. Et ce client m'a déjà rapporté près de 100 000 euros de vente en fait. Donc, et dans mes clients, dans mes gros clients, il y en a plusieurs qui ne me suivent sur aucun réseau. C'est vraiment le réseau issu de mon expérience professionnelle précédente qui m'a apporté beaucoup de clients. Donc, voyez si ce que je vous partage, ça vous parle. Est-ce que vous êtes en recherche de validation extérieure? Est-ce que vous accordez beaucoup d'importance aux témoignages, aux likes, aux étoiles? Et là, je vous invite à revenir à ce qui est là pour vous, à vous faire confiance. Alors, le manque de confiance dans son potentiel, dans ses rêves, dans sa vision, dans ses ressentis, c'est quelque chose qui fait partie des mécanismes liés à ce fameux syndrome de la bonne élève. Et donc, ça fait lien avec ce que j'ai évoqué juste avant. Donc, certaines femmes, certaines personnes aimeraient changer de mindset, de comportement pour évoluer, par exemple, pour lancer, déployer leur activité, la faire passer à un niveau supérieur. Et la peur est là, elle empêche des passages à l'action. Et donc, dans les croyances, qu'est-ce que j'ai pu relever comme croyance présente? C'est, par exemple, qui suis-je pour réaliser mes rêves? Ou je n'ai pas le potentiel pour. Il y a des avantages à ce manque de confiance. C'est un petit peu des mécanismes, des stratégies d'évitement. L'avantage, entre guillemets, cet avantage-là, je le mets entre gros guillemets, ça va être de rester dans sa zone de confort, même si ce n'est pas si confortable que ça. Les inconvénients, c'est de ne pas être acteur ou créateur positif de sa vie, ne pas réaliser ses rêves, donc de ne pas faire de ses rêves des manifestations concrètes. Ça pourrait être aussi un inconvénient, manquer d'ambition, ne pas vraiment croire à sa vision et manquer d'ambition, ne pas se donner la permission de cultiver son plein potentiel. Et un inconvénient qui est là et qui est subtil, c'est qu'en ne vous donnant pas la permission de développer toutes vos qualités, de développer votre magie unique, d'activer votre magie unique, quelque part, vous ne donnez pas non plus la permission à vos enfants, si vous avez des enfants, à vos élèves, si vous êtes dans l'enseignement, aux personnes que vous accompagnez à faire de même. Donc, vous autorisez davantage de confiance, croire davantage en vos ressources, va avoir un impact sur votre entourage et sur les personnes que vous accompagnez. Donc, c'est précieux. Les peurs, ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mal faire, la peur de la comparaison. Alors, des exemples concrets, ça pourrait être, par exemple, une personne qui souhaite vivre à temps plein de son activité de cœur, mais qui doute de sa capacité d'y arriver. Et donc, elle se sabote avant même d'avoir essayé, sur 1 an, sur 2 ans, de lancer son projet de cœur à temps plein. Ce doute a évidemment un impact sur les choix qu'on va faire, sur les actions qu'on va poser. Et là, la clé que j'ai envie de vous donner, c'est
vraiment d'avoir conscience que la confiance s'acquiert par l'expérience ou alors par la confiance en ses ressources de passer à l'action ou la confiance en ses ressources de développer, d'acquérir de nouvelles compétences, connaissances. Une des clés les plus précieuses, c'est la connexion à son Ikigai. Donc, ça, c'est ce qu'on fait ici. Donc, vraiment, cette connaissance fine de soi, de son Ikigai, de sa magie unique, de sa clientèle d'âme, évidemment, ça va augmenter la confiance et faciliter le passage à l'action. La méthode Ikigai Design, c'est ça, c'est vraiment remettre un design, de dessiner sa vie, son métier, son écosystème. Alors voyez par rapport à cette confiance, ce manque de confiance dans votre potentiel, dans vos rêves, dans votre vision, est-ce que j'ai évoqué, est-ce que ce mécanisme est rarement présent ou souvent présent chez vous? Quatrième mécanisme, ça va être un regard très critique vis-à-vis de soi, avec une connaissance erronée ou lacunaire de ses forces, compétences et de son réel potentiel. Ça renvoie à ce que j'ai partagé juste avant. Vous voyez que tout est lié. Il peut y avoir une tendance à ne jamais se sentir à la hauteur. La racine est très souvent liée au système scolaire où certains enseignants vont pointer davantage du doigt ce qu'on ne fait pas correctement plutôt que de valoriser tout ce qui est bien fait. On finit par intérioriser ce regard critique avec des « je suis trop »,« je ne suis pas assez »,« je ne vaux pas grand-chose dans tel domaine ». Et ce critique intérieur devient un saboteur, devient aussi ce que j'appelle, moi, le régisseur contrôlant. Il nous stoppe dans nos élans. Évidemment, il y a des tas d'enseignants qui vont favoriser la critique constructive, le feedback positif, mais ici, je pointe plutôt ce qui est des critiques négatives qu'on a fini par intérioriser, puis on a fini par adopter ce mécanisme. Les avantages, il y en a. Quand il s'agit de critiques constructives ou de feedback positif, cela encourage le passage à l'action, ça permet de réajuster, d'améliorer ce qui peut l'être. Donc le feedback ou la critique constructive, elle est importante. C'est ça qui nous permet aussi de grandir, d'évoluer. Donc dans le coaching, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Mais identifier les risques, c'est une chose, c'est important pour envisager en amont les pistes de solutions, mais ce n'est pas d'identifier les risques pour s'arrêter dans son action, dans son mouvement. Les inconvénients, ça va être que ce critique intérieur va affecter profondément la confiance en soi. Donc, quelque part, le critique intérieur va alimenter le mécanisme que j'ai évoqué juste avant. Ça va évidemment freiner les passages à l'action qui vous permettront d'être davantage dans votre ikigai. Le manque de passage à l'action a un impact direct sur les résultats et ça alimente un cercle vicieux qui vient en fait renforcer le critique intérieur. Alors, il y a des peurs cachées, on pourrait dire, la peur de sortir de sa zone de confort à nouveau, la peur d'explorer l'inconnu, la peur d'innover, la peur du regard des autres ou la peur du jugement des autres. Je dois dire que c'est souvent cette peur-là qui est la plus présente avec ce mécanisme. Parce qu'en fait, la peur du regard des autres ou la peur du jugement des autres, elle est très souvent proportionnelle à la présence de votre critique intérieure. Vous vous êtes déjà jugé vous-même. Alors, des exemples concrets, ça va être des pensées. Donc, le critique intérieur, c'est vraiment lié aux pensées. Ça va être « qui es-tu pour vouloir devenir coach ?» Tu n'es pas capable de devenir entrepreneur. Les autres sont plus compétents que toi. Il y a déjà des tas de personnes qui font ce que tu veux faire. Tu vas échouer. Que vont penser les autres quand ils liront ce que tu as publié ? Vous voyez ce type de phrases, des phrases qu'on se dit à nous-mêmes, un feedback négatif qu'on se fait à nous-mêmes et qui impacte directement la confiance en nous. Soyez le premier à vous encourager vous-même. Donnez-vous du feedback positif régulièrement pour progressivement changer ce mécanisme. Autre mécanisme qui peut être répandu, c'est la difficulté à connaître ou à exprimer ses propres besoins. Jusqu'il y a quelques années, les besoins n'étaient pas tellement appris à l'école et beaucoup d'enfants, de jeunes, d'adultes ignorent leurs besoins, ne les expriment pas, n'y répondent pas.
Évidemment, quand on ne les connaît pas, c'est plus compliqué de pouvoir les exprimer et y répondre. Alors, les croyances qui sont là, c'est les besoins des autres sont plus importants que mes besoins. Il peut y avoir aussi des petites phrases, des petites injonctions du style fais des efforts, donc va au-delà de ce qui est bon pour toi. Ça peut être soit fort, soit forte. Il faut travailler dur pour réussir. Au niveau des avantages, alors personnellement, là, comme ça, je n'en vois pas. Je vois surtout des inconvénients, une mauvaise connaissance de soi, une difficulté à dire non, à poser ses limites, à être assertif. Il y a un risque d'être manipulé plus facilement. Cela peut conduire à un surengagement avec cette croyance que le travail acharné, travailler dur est la seule voie vers la réussite professionnelle. On n'ose pas demander de l'aide quand c'est nécessaire, couplé avec le côté perfectionniste, cela est la voie royale vers le burn-out ou l'épuisement. Alors, les peurs cachées, il y a la peur d'être vulnérable, ou ça peut aussi être la peur de passer pour quelqu'un d'égoïste quand on prend soin de ses propres besoins. Des exemples concrets, ça pourrait être se surinvestir dans son activité professionnelle au détriment de son épanouissement personnel, familial ou social. Ou à l'inverse, ça pourrait être se désinvestir complètement de son activité professionnelle. Donc il y a un déséquilibre vie pro, vie perso, ou un déséquilibre dans les différentes sphères de notre vie parce qu'on ne va pas répondre à l'ensemble de nos besoins et des besoins qui se trouvent dans chaque sphère de notre vie. Voyez si c'est présent pour vous ou pas. Et l'invitation, ça va être de pouvoir dire des vrais oui et dire des vrais non pour être davantage connecté à vos besoins. Sixième mécanisme, le besoin de satisfaire, le besoin de faire plaisir qui est lié à ce qu'on vient d'évoquer juste avant. J'ai dit, il y a souvent des liens entre différents mécanismes. Donc, un professionnel de l'accompagnement, entrepreneur, bon élève, a souvent du mal à gérer l'incertitude ou le mécontentement de ses clients. Donc, il va chercher à tout prix à satisfaire tout le monde au détriment de ses besoins, au détriment de sa motivation intérieure, au détriment de ce qui le met en joie et ce qui le fait pleinement vibrer. Donc la croyance, ça va être une injonction qu'on se répète à soi-même comme « fais plaisir ». Il y a des avantages évidemment, surtout dans l'accompagnement, c'est cette grande capacité à être au service des autres, une grande capacité à être utile. Les inconvénients, c'est le risque de s'oublier à force de vouloir faire plaisir et d'être là pour les autres. On s'oublie soi-même, on ne se fait pas plaisir. Il y a des peurs cachées, la peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, la peur de décevoir, peut-être d'autres peurs qui sont là pour vous. Je vous invite à les identifier. Des exemples concrets, ça pourrait être accepter des clients qui ne sont pas réellement dans vos clients d'âme. Ça pourrait être créer du contenu pour satisfaire vos clients, même si ce contenu ne vous fait pas vibrer, n'est pas dans votre zone ikigai, ne vous met pas en joie. Ça pourrait être accepter des rendez-vous avec des horaires qui ne vous arrangent pas du tout. Voyez ce qui est là pour vous comme exemple concret. Et est-ce que ce mécanisme est présent pour vous? À quel niveau est-il présent? Dernier mécanisme qu'on va explorer ensemble, c'est cette tendance à recréer des structures parfois trop rigides. Surtout ça, c'est pour les entrepreneurs. Donc l'école, le salariat offre en général un cadre clair. L'entrepreneuriat, lui, est plus chaotique et le bon élève va essayer de recréer des structures rigides, ce qui va être inefficace. La croyance, ça va être « je dois rester dans le cadre, je dois rester dans la norme ». Il y a un avantage, cela rassure, recrée un sentiment de contrôle ou de confort. L'inconvénient, les inconvénients, la structure qu'on a créée devient enfermante, trop rigide, alors qu'on avait justement parfois choisi de créer son activité pour sortir du cadre, pour faire une activité qui nous plaît.
Il peut y avoir aussi un manque d'originalité, une tendance à se fondre dans la masse plutôt que de créer un écosystème unique qui nous ressemble et qui se démarque. Les peurs cachées, ça peut être la peur de ne pas être assez professionnel en créant des codes innovants, la peur de passer pour l'élève rebelle. Des exemples concrets, ça peut être des coachs, des professionnels de l'accompagnement indépendants qui vont donc recréer une structure proche du salariat plutôt que de créer leur propre code, leur propre écosystème. Ils peuvent par exemple enchaîner des rendez-vous individuels, continuer à être payés constamment à l'heure en recréant vraiment la même chose que dans le salariat en fait. Voyez ce qui est là pour vous. L'idée, c'est de sortir de la boîte. Alors, voyez maintenant ce qui est là pour vous. Faites un peu un bilan complet des mécanismes qui sont présents chez vous. Vous allez obtenir donc un score entre 0 et 70. Et l'idée est vraiment maintenant de sortir progressivement de cette salle de classe, des conditionnements qui ne vous conviennent plus dans votre vie professionnelle actuelle. Donc, on quitte la salle de classe pour un autre univers, beaucoup plus créatif, beaucoup plus joyeux, un univers où vous allez pouvoir progressivement activer votre magie unique, créer votre système aligné, votre écosystème aligné à votre ikigai. Donc l'idée, ce n'est pas juste d'avoir la compréhension, c'est aussi d'aller plus en profondeur, c'est ce qu'on fait dans Sunlight, pour pouvoir vraiment changer des croyances qui peuvent être bloquantes, qui peuvent être limitantes. On passe à l'action dans quelque chose d'extrêmement créatif, d'extrêmement concret, ludique et aussi très profond. Alors j'espère que ça a pu vous apporter des clés sur ce que c'est le syndrome de la bonne élève et surtout déjà vraiment comment pouvoir faciliter et retrouver plus de légèreté pour passer à l'action. Si vous voulez en savoir plus, ben, je vous partage un lien ci-dessous pour, voilà, pour un exercice complémentaire à cette vidéo, un exercice qui se trouve au cœur de Sunlight, le processus pour vraiment passer de la peur d'être visible ou la peur de se lancer à la joie de créer du contenu, à la joie de partager sa vision, son message. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.